Vous reconnaissez sans aucun doute ce jeu, Pokémon Go, le phénomène mondial de l'été 2016. C'est le premier jeu où l'on voit carrément les personnes sortir de chez elles pour y jouer. Mais au tout début, les jeux vidéo, ce n'était pas ça. Remontons dans le temps et laissez-moi vous raconter l'histoire des jeux vidéo. Vous avez tous déjà regardé ou joué à un ou plusieurs jeux vidéo, n'est-ce pas? Mais connaissez-vous l'origine de cette révolution? Tout commença en 1950 avec la naissance de cette idée folle dans le cerveau de Ralph Baer. Mais ce n'est qu'en 1958 que le premier jeu vidéo prend vie avec la création de Tennis for Two, créé par William Higginbotham. C'est ensuite, en 1972, que sort le premier jeu à succès auprès du grand public, Pong. Grâce à Pong, l'industrie du jeu vidéo connaît une croissance explosive aux États-Unis jusqu'en 1983, où le crash des jeux vidéo force de nombreux constructeurs de consoles et développeurs à mettre la clé sous la porte. Et du fait de ce crash, cette industrie migre vers le Japon, ce qui, en 1985, mit fin à cette mort annoncée avec la sortie de Super Mario Bros. Ce nouveau-né permit de dynamiser les ventes de la console NES grâce, notamment, au fait que ce jeu s'ouvre sur une aventure à part entière. Suite à cette augmentation des ventes, la célèbre NES s'est exportée vers l'Amérique du Nord, faisant d'elle la console phare du marché. Depuis cette époque, le secteur des jeux vidéo n'a jamais cessé de croître, dépassant même en 2002 le chiffre d'affaires mondial du cinéma. Pour résumer, aujourd'hui, les jeux vidéo c'est plus de 1,5 milliard de consoles vendues à travers le monde, sur 9 générations de consoles depuis 1972. Et c'est pas moins de 739 studios de développement qui ont participé à la création des 50 000 jeux disponibles sur le marché, pour un total de plus de 2 milliards de jeux vendus à des consommateurs de 7 à 77 ans. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis cadre dans un grand groupe industriel. J'ai 46 ans. D'autant que je m'en souvienne, j'ai commencé à jouer aux environs de l'âge de 7 ans. Les jeux les plus fréquents auxquels je joue, ce sont des jeux du type Tomb Raider. Du type Call of Duty. Des jeux de sport, mais sport mécanique, c'est-à-dire moto ou bien voiture. Alors, j'ai suivi l'évolution bien évidemment des consoles, puisque en fait, ma première console était directement branchée sur une télé, c'est ce qu'on appelait à l'époque le Pong. Il faut avoir plus de 40 ans pour avoir connu ce jeu-là. Donc c'était un premier jeu qui se trouvait sur une télé, et ensuite on commençait à trouver les premières consoles de salon. Donc j'ai évolué avec ces consoles de salon au fur et à mesure de leur sortie. J'ai évolué également avec les petites consoles portatives, hein. Avant même que ça s'appelle des Game Boy ou autres consoles portatives qui arrivent, on avait des mini-jeux électroniques, on appelait ça des mini-jeux électroniques. Donc j'ai bien évidemment évolué sur ce type de console pour arriver in fine Xbox One pour le moment, et puis je pense que je suivrai les autres consoles au fur et à mesure de leur évolution. Je m'appelle Maïtena, j'ai 17 ans, je suis un apprenti coiffure. J'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans. J'ai pas trop de préférence parce que par moment j'étais beaucoup sur Final Fantasy. Là je suis retournée un peu sur League of Legends. This land is mine. None will escape my grasp. Come out and play. Bah, je suis restée quand même sur les PC, la DS, la Game Boy Color. Donc je me présente, je m'appelle Thomas, je fais 30 ans cette année et je suis depuis maintenant 8 ans dans le domaine de la vente de jeux. Donc j'ai commencé en 2006 et je me suis dit que vivre de ma passion, il n'y avait rien de mieux. Alors, à proprement parler, j'ai touché à ma première machine à l'âge de 4 ans environ.
C'était à l'époque l'Amiga 500, qui est, on va dire, l'ancêtre des ordinateurs personnels d'aujourd'hui. Et après, ma première console à proprement parler, ça a été la Mega Drive, donc première moitié des années 90. Et après, je suis même encore remonté dans le temps avec l'Apple II, l'Oric Atmos et l'Amstrad CPC 64 notamment. Après, personnellement, je me centre autour de deux types de jeux principaux qui sont les jeux dits Survival Horror. Donc pour citer les plus courants, Resident Evil, Silent Hill ou The Last of Us un peu plus récent. Et sinon mon gros genre de prédilection reste de très loin le jeu de rôle ou RPG, avec une grosse préférence pour le JRPG, donc Japan RPG, qui lui est plus Heroic Fantasy. Contrairement au RPG européen qui lui est plutôt médiéval fantastique. Alors, à titre personnel, j'ai commencé à migrer en parallèle des consoles de salon sur les consoles portables aux alentours de deuxième moitié des années 90 à l'arrivée sur tout ce qui était Game Boy Color. Mais après, depuis début des années 2010, vers tout ce qui est support mobile. Donc je m'appelle Patrick Tonnelier, j'ai 53 ans et je travaille sur une société d'autoroute. J'ai commencé les jeux vidéo, je devais avoir 37-38 ans. Principalement, je joue à des jeux de simulation de course de voiture. Alors moi, c'est vrai, je suis exclusivement sur console. Surtout PlayStation, parce que voilà, j'ai démarré avec la PlayStation 1 et j'ai continué avec tout ce qui s'en est suivi, mais en plus principalement c'est les jeux de simulation course de voiture, c'est vraiment mon dada. Alors la tendance tend plus clairement vers le multijoueur, mais cette tendance-là ne vient pas seulement du joueur, elle vient également pour faire simple, des sociétés qui font les jeux. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez, pour citer l'exemple le plus commun qui est Call of Duty, 80 à 90% des joueurs facilement, eux, n'achètent le jeu que pour le multijoueur. Ils s'en fichent royalement de ce qu'on appelle de la campagne solo, c'est-à-dire du jeu, la partie du jeu qui se joue seul, pour s'orienter vers le jeu multijoueur. Alors le jeu multijoueur, il faut y voir plusieurs côtés. Il y a déjà l'esprit de compétition pour dire c'est moi le meilleur, j'ai les meilleurs stats de joueurs, etc. Mais également la dimension sociale du jeu. Parce que le jeu maintenant est devenu forcément de plus en plus social. Par exemple, jouer avec des amis, mais paradoxalement, la tendance du multijoueur tend plus au multijoueur en ligne. C'est-à-dire que maintenant, il y a très peu de jeux sur les consoles actuelles qui permettent de jouer à plusieurs sur la même console. Mis à part les jeux, exemple FIFA ou tout ce qui est jeux de bagarre, qui eux se jouent principalement donc ce qu'on appelle en local, c'est-à-dire sur la même console. Maintenant, la plupart des jeux visent ce qu'on appelle le multijoueur en ligne. Le multijoueur en ligne, les développeurs forcément s'axent beaucoup là-dessus, mais également les constructeurs. Alors c'est un paradoxe en soi, parce que oui, effectivement, ça permet entre guillemets de s'ouvrir au monde, mais tout en restant chez soi. Après, ça n'empêche pas de faire des rencontres. Par exemple, pour citer l'anecdote, une collègue à moi dans mon équipe a rencontré son compagnon sur Call of Duty. Depuis, ils habitent ensemble et ils ont même une petite fille il y a 2 ans. Donc c'est que ça montre comme quoi on fait pas que des mauvaises rencontres. Ou également un autre de mes collègues a connu sa compagne actuelle il y a des années par un ami intermédiaire qu'il avait rencontré en jouant sur World of Warcraft. Donc voilà, mais d'une manière générale, ça a tendance
presque à enlever la dimension sociale du jeu. J'aime pas spécialement jouer en équipe, alors que c'est tout à fait le contraire dans la vie réelle, mais d'un point de vue jeu, non, je m'éclate en fait avec un jeu en solo. Comme j'aime bien, je te le disais tout à l'heure, des jeux d'aventure du type Tomb Raider, je préfère jouer solo. Et un jeu de guerre, je me dis, je préfère gagner la guerre tout seul que de la gagner à plusieurs. Je pense que ça peut rapprocher les gens au travers de la Terre, des gens qui ne se connaissent pas, qui vont pouvoir se connecter et jouer ensemble. D'un autre côté, mon cœur balance, j'aurais tendance à dire que le fait de jouer comme ça à des milliers de kilomètres à distance et ne pas se connaître, je ne sais pas si vraiment ça rapproche les gens. Pour moi, le rapprochement, il se fait dans un élément social, c'est-à-dire qu'on doit se rencontrer et on doit pouvoir discuter ensemble. Je ne pense pas que les jeux vidéo en ligne, avec des gens qui se trouvent aux quatre coins de la Terre, rapprochent les gens. Mais c'est mon avis. Je joue le plus souvent en multijoueur, parce qu'on se fait des amis, c'est mieux, on s'ennuie moins. Je me suis déjà fait des amis grâce au multijoueur, je leur parle toujours, et quand je disais que j'étais une fille, bah ça les étonnait un peu, ils me croyaient pas. Des fois les comportements ils changent parce que bah voilà quoi, les mecs ils font les mecs, mais après non, ils restent normal. Hein. Ouais, j'en ai déjà rencontré certains. Quand j'ai vu les personnes, le comportement était toujours le même que par Skype ou des choses comme ça. Et bah direct la bise, voilà quoi. Je suis très souvent en multijoueur. C'est question de... ça apporte peut-être plus d'adrénaline, on est plus dedans, on est plus vraiment relié, on va dire en bagarre, si j'ose dire, entre guillemets, avec d'autres personnes qui, du coup, bah, ont envie de montrer ce qu'ils sont capables de faire, moi aussi, et c'est plus grisant. Alors au niveau de la jouabilité avec des gens du monde entier, ça rapproche, je pense, à ce niveau-là, et c'est vrai que peut-être que ça aurait tendance à en rester là, voilà, ou alors vraiment avec quelques personnes qu'on va peut-être lier amitié et qu'on va essayer de se voir, mais après c'est vrai que dans la globalité, pour moi ça va en rester là. Alors ce qu'on appelle la réalité virtuelle en soi, c'est une sorte de casque donc, qui englobe tout le haut du visage, donc c'est-à-dire oreilles, yeux, et pour vous retrouver dans un monde qui lui est virtuel. Alors, ce qu'il faut faire attention avec ces casques-là, donc l'innovation technologique est énorme, mais il faut prendre quelques précautions au niveau de ces accessoires-là. Que ça soit celui de Sony, ou que ça soit le Vive, donc, qui est le nom de casque de la société HTC, ou que ça soit l'Oculus Rift, qui est produit par une société qui appartient à Facebook actuellement, c'est les effets médicaux. Notamment pour tout ce qui est par exemple personnes épileptiques, alors là totalement à déconseiller. Et il faut également y jouer assis. Pourquoi spécifiquement assis? Parce que ça revient à tromper le cerveau. Et donc à travers ces jeux-là, on a tendance à perdre notamment la notion de distance. C'est-à-dire que si vous vous mettez debout dans votre salon, il est fort probable que vous preniez les pieds dans la table basse, qu'au minimum vous fassiez mal à vous ou que vous flinguiez le casque. Mais à proprement parler, oui, ça va amener une nouvelle dimension dans le jeu. Après, l'avenir nous dira si ce sera vraiment un effet de mode ou pas. La VR sera forcément, je veux dire, la révolution numérique et la révolution des jeux vidéo dans le futur et dans un futur très proche. Il suffit juste de voir l'évolution, puisque je peux me permettre de parler de l'évolution en l'ayant vécu. Au début, on était sur des écrans avec une image fixe et un petit bonhomme qui se promenait dans l'écran en 2D. Donc désormais, on est sur des fonds d'écran qui évoluent, des décors qui évoluent, de la 3D, voire au-delà encore. La prochaine étape, oui, c'est la VR, avec, on aura même du sensoriel, on aura même des odeurs, on aura des choses comme ça. Ça existe déjà quelque part dans les parcs d'attractions, dans certains endroits. Au Futuroscope, on peut avoir des sensations qui se rapprochent de celles-ci. Et c'est comme ça que ça va évoluer. Et bien évidemment, le jeu n'en sera qu'encore plus réel et encore plus intéressant. Après, voilà, je pense qu'il faut chaque période, chaque époque, son temps et ses évolutions, donc il faut laisser venir et ensuite on verra ce que ça donne. Alors vous voyez comme tout le monde se prend au jeu? Et aujourd'hui en plus, avec la naissance de la réalité virtuelle, un nouveau monde s'ouvre aux joueurs. Alors, pour ou contre le virtuel? Dangereux ou évolution naturelle? En tous les cas, moi je vous laisse y réfléchir, j'ai une partie à terminer.